Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h05, je reçois le colonel Pierre de Jong, ancien chef de corps du 3e RIMA, régiment d'infanterie de marine, aide de camp de 2 présidents de la République, François Mitterrand et Jacques Chirac. Exactement, c'est un miracle. Eh oui. Fondateur de l'Institut Thémis, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous publiez Agir entre les lignes, Mareuil Édition. Nous allons parler de ces sociétés militaires privées qui finalement peut-être permettent aux États de faire la guerre par personne interposée. Nous allons en parler, mais c'est très très intéressant. Évidemment, Blackwater, Wagner et autres sociétés privées. Mais ça tombe bien. Aujourd'hui, enfin ça tombe bien, il y a 20 ans, oui, aujourd'hui, il y a 20 ans, 2003, c'était la guerre en Irak, le début de la guerre en Irak, une guerre en Irak, 2003, vous étiez à l'Élysée en 2003 ? Ah, pas du tout, en fait, j'avais quitté l'armée déjà. Ah bon, oui. J'étais dans une société et j'ai suivi ça de 2003, très près. Tant que j'avais un petit contrat avec France Inter et j'ai fait le 7-9 de Paoli pendant un mois et demi, j'ai suivi cette guerre millimètre par millimètre. Millimètre par millimètre. Pierre de Jong. Alors, Irak 2003, 4500 soldats américains morts, 200 000 civils irakiens morts, pour une guerre qui finalement n'a servi, on ne sait pas trop, une guerre dont personne n'est sorti gagnant. On est passé à une guerre préventive. Bah oui. En fait, les Américains ont projeté sur l'Irak une espèce de fantasme d'une menace, et en fait, c'était une destruction. Et malheureusement, et avec l'Afghanistan et l'Irak, ça a créé un énorme problème, parce qu'ils sont restés en Irak presque 10 ans, et ils ont laissé derrière eux une espèce de pays complètement déstructuré, complètement détruit. Oui, enfin, totalement détruit. C'est un régime, le régime irakien, qui est ni pluraliste ni répressif. C'est un qui est tenu par des islamistes chiites, mais sans qu'ils soient trop islamistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une... c'est un pays où les influences sont nombreuses. L'Iran, la Turquie, l'Arabie Saoudite, il y a plusieurs influences, conflits de toutes les influences. L'Irak, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui souffrent, alors que l'Irak est producteur de pétrole, évidemment. Les Américains sont partis sans rien finalement laisser derrière eux. Ils devaient théoriquement ramener la démocratie, évidemment elle n'est pas là, parce que au-delà des sunnites qu'il y a dans le nord, vous avez les chiites qui sont dans le sud, à Bassora. Donc le pays est comme profondément divisé. Il y a avec deux pressions majeures, l'une du sud de l'Iran et l'autre du nord, par la Syrie, par tous les pays sunnites. Donc encore une fois, le pays est fortement déstabilisé, et malheureusement, si vous voulez, la fin de Saddam Hussein aujourd'hui est encore, si vous voulez, est restée, ou même on veut dire même presque son assassinat quelque part. Et c'est resté quand même une marque indélébile sur la politique américaine au Moyen-Orient. Alors, colonel de Jong, justement, aucun compte à rendre. Les États-Unis n'ont rendu aucun compte de leur intervention en Irak, et le droit international a été bafoué. Je vous pose la question. Alors c'est l'avantage des mondes unipolaires, que du bipolaire en 90 vous passez au monde unipolaire, vous êtes le roi du monde, donc évidemment qui peut vous embêter? Pire que ça, rappelez-vous aux Nations Unies, lorsqu'ils ont essayé de démontrer que, avec la petite capsule d'Anthrax, ils ont essayé de démontrer que il y avait une espèce de danger majeur provenant d'Irak. Et bien évidemment, on peut faire tout ce qu'on veut quand vous êtes le maître du monde, vous faites ce que vous voulez. Ça a changé. Ça a changé aujourd'hui, c'est multipolaire. Exactement, depuis le 24 février, vous avez un vrai retournement, et là on assiste à une espèce d'émergence des pays. Même avant le 24 février 2022, même avant, avec la montée en puissance de la Chine, avec un monde multipolaire, même avant. Oui, mais en même temps, vous savez, les Européens, on aime bien les dates, on aime bien les moments. Oui. Et c'est vrai que ce moment fait qu'aujourd'hui, le problème, c'est que la Russie, elle n'est plus européenne réellement. Et c'est le cœur du problème. Et en faisant ce choix chinois, puisque aujourd'hui, Xi Jinping, aujourd'hui, est à Moscou, vous avez une espèce de stratégie, si vous voulez, je dirais presque anti-occidentale, qui va se mettre en place. Parce que c'est ça la force de Poutine. Au-delà de l'échec, bien évidemment, de l'invasion de l'Irak, c'est le fait qu'il a réussi, en fait, quelque part, à fédérer l'ensemble des pays du Sud contre l'Occident. L'Afrique, le Moyen-Orient, la Chine, etc. Plus largement, ce qu'on peut dire aussi, c'est que toutes ces tentatives, parce que la Russie aussi a essayé de maîtriser l'Afghanistan de la même manière, et a échoué aussi, l'Union soviétique. Tous ces pays, ces grandes puissances qui ont essayé de s'imposer sur des territoires lointains ou proches sur les territoires qui souhaitaient leur indépendance, ces grandes puissances n'ont jamais réussi. Les guerres injustes finissent toujours mal, de toute façon, quoi qu'il en soit. Et ce qui risque d'arriver d'ailleurs en Ukraine.
ça me paraît assez mal parti, oui. comme on dit. Hein. Oui. Oui, indéniablement. Le prix à payer va être énorme, probablement énorme. Les dégâts seront énormes, la guerre va durer, les dégâts seront énormes. D'autant que la Russie a quand même 7000 têtes, 7000 ogives nucléaires, et donc on s'amuse pas trop avec quelqu'un qui a 7000 têtes, même si aujourd'hui, il semble être sur le rail qui l'emmènerait directement au TPI, mais c'est pas demain la veille qui va y aller, ça c'est certain. Bien, il est 12h10. Allez, nous allons observer une petite pause et nous parlons des sociétés militaires privées, l'objet de votre livre, Père de Jong, 12h10. Jean-Jacques Bourdin. Bien, Père de Jong, il est 12h14. Alors, ces sociétés... Alors, on parlait de la guerre en Irak. On a découvert, beaucoup, le grand public, pas vous, mais le grand public a découvert Blackwater à l'occasion de la guerre en Irak. Rappelez-nous ce qu'était Blackwater. Les chiffres sont énormes. Blackwater, c'est une société qui a été créée sur le concept suivant. C'est-à-dire qu'en fait, après 90, il y a une chute des budgets de la défense dans le monde entier, baisse des armées, baisse des activités, etc., etc. Donc il a fallu compenser. Et donc le soldat devenait cher et devenait rare. Donc en fait, à l'époque, c'était Dick Cheney, qui était à l'époque le ministre de la Défense, qui a dit, faisons des économies, le soldat va être consacré à la guerre, exclusivement à la guerre. Et tout l'environnement va être pris en compte par des sociétés militaires privées. Et Blackwater est arrivé dans le dispositif. Oui. Eric Prince étant un homme d'affaires, un ancien officier des SEAL, mais surtout un homme d'affaires, par sa famille est globalement assez riche. Il a investi, il a créé une très grosse société. Mais à l'époque, il faut savoir qu'il y avait en gros un contracteur, comme on dit, pour un soldat américain. Oui, pour un soldat. Mais le ratio est absolument énorme. C'est énorme. Le ratio en Irak, par exemple, que vous citiez à la seconde, c'était un contracteur pour 100 soldats. Ah oui. Alors, il y a Blackwater côté américain, il y a Wagner, pas tout à fait pareil Wagner, hein, c'est vraiment un engagement très militaire Wagner. Hein. Wagner c'est une excroissance en fait, c'est une excroissance. Oui. On est quasiment en 1921 avec la création des sections d'assaut du parti nazi. C'est un outil militaire agressif au profit du pouvoir. Ouais. Et ça c'est vraiment, c'est un objet volant non identifié quelque part. Je veux dire qu'il répond à aucune norme, alors que le Blackwater répondait à des normes américaines extrêmement strictes. Alors il y a eu des bavures, mais autant que l'armée américaine on a eu en Irak. Oui. Donc je veux dire, c'est le problème du conflit, c'est le problème du stress des soldats, c'est le problème de la guerre. Donc encore une fois, Blackwater, il y a eu assez peu de dérives, alors que Wagner a dépassé totalement les limites. On est dans un autre monde. Ouais, dans notre monde avec Wagner qui est influent aussi en Afrique maintenant, vraiment ou... Ah non, c'est un truc extrêmement sérieux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Wagner n'est que la tête de gondole de la politique étrangère russe. Et très concrètement, Wagner, c'est le troisième pied d'un triptyque qui est fondé, sur la sécurité, c'est Wagner, ça c'est la partie visible, etc., sachant que Wagner n'a aucun bureau dans le monde entier, donc non contactable, non touchable, non vérifiable. Deuxième truc, c'est tout ce qui concerne la guerre de l'information, avec une structuration, avec des usines à troll, etc., qui fonctionnent très bien, puisque c'est eux qui ont, entre autres, qui en 2016 ont déstabilisé, l'élection américaine. Et puis le troisième, qui est extrêmement puissant, c'est une myriade de sociétés extrêmement techniques, dédiées à une activité, encore une fois, d'accès, si vous voulez, à la ressources naturelles ou aux matières premières, etc. De l'or, le pétrole, etc., etc. Et ça, c'est du business normal, entre guillemets. C'est que ces sociétés sont russes, détenues en partie par Prigojine. Ils négocient des contrats avec les États. Et bien sûr, ces flux financiers remontent sur Wagner, sur Concorde, parce que la holding s'appelle Concorde Management, qui est à Saint-Pétersbourg. Donc vous avez une holding qui est haut placée avec toute une série de filiales en bas. Donc Wagner n'est qu'une des filiales du système. Voilà, du système. Alors, évidemment, cet engagement de Wagner crée quelques tensions au sein du pouvoir russe. On les a remarquées, évidemment, notamment avec l'armée traditionnelle russe, qui n'aime pas trop. Est-ce que les armes... Parce qu'il y a d'autres... on a parlé de Blackwater. Wagner, c'est pas tout à fait pareil. Mais est-ce que d'autres États possèdent comme ça des sociétés paramilitaires privées ? Oui, les Turcs, ils ont une boîte qui s'appelle Sadat, par exemple. Oui. Qui est une boîte qui est très influente, qui a fait la guerre en Libye dans les années 2016-2017 et qui a participé à ces combats, mais du côté des forces de Tripoli contre Haftar. Ça, c'est un point, mais on les voit aujourd'hui en Afrique. Même concept que Wagner, ils sont derrière les ventes d'armes. Alors, ils sont beaucoup plus discrets et ils font de la relation avec les États sur l'islam et sur le fait que, étant musulmans, il est normal qu'on les fasse travailler. Les Chinois, avec une boîte qui s'appelle le Frontier Service Group, qui a été créée d'ailleurs à l'origine, il y a 5 ans, par Prince, qui était d'ailleurs à l'origine le créateur de Blackwater. Les affaires n'ont pas de frontières. Il n'y a pas de problème. Donc les Chinois sont extrêmement présents. Et vous avez vu d'ailleurs qu'il y a eu un assassinat de 5 ou 8 Chinois il y a quelques jours
au Nord Mali, et vous allez voir que les sociétés militaires privées chinoises vont arriver au Mali extrêmement rapidement. Donc aujourd'hui, si vous voulez, quelque part, ces sociétés ont deux missions. La première sont des missions de sécurité au profit des entreprises, protection des Chinois, etc., dans les mines, etc. Et le deuxième volet, c'est un volet d'action complémentaire ou d'action périphérique au profit des armées. Il y en a d'autres pays? Israël, non? Ah ben non, le Canada, Israël. Alors Israël, ils sont extrêmement prudents. Ils ne sont pas du tout visibles, entre guillemets. Bon. On va dire que c'est plutôt les services de renseignement israéliens qui sont très présents. Par contre, les autres pays, c'est les Canadiens, évidemment les Britanniques, qui ont un énorme programme actuellement dans le lac Tchad, qui s'appelle ASI, donc c'est la société qui s'appelle Adam Smith International. Donc ils ont des très gros contrats. Lac Tchad. Oui, autour du lac Tchad, sur les 4 pays, concrètement le Tchad, le Cameroun, le Niger, le Nigeria. Donc, des programmes de sécurisation, mettre en place des programmes, ce sont des programmes d'influence, puisqu'en fait l'État britannique, si vous voulez, investit sur ce genre de société pour être présent et bien évidemment pour développer et de la sécurité. Qui développe la sécurité? C'est l'influence par la sécurité, c'est ce que fait Wagner d'ailleurs. C'est l'influence par la sécurité. Et oui, et derrière vous avez... C'est l'objet de votre livre. Mais bien évidemment, et puis derrière vous avez le service après-vente qui est les ventes d'armes, de la présence, de l'influence. C'est passionnant. Et les Français alors? C'est une nouvelle manière de faire de la politique. Mais oui, les Français... c'est une manière de faire de la politique et de faire la guerre. Remarquez, pardon, avant de parler des Français, mais les mercenaires de tout temps dans l'histoire, hein. On a connu des mercenaires, on a connu des hommes qui ont toujours eu la science et le goût du combat et qui sont allés se battre contre de l'argent. Alors depuis le départ, pour les Français, depuis le départ de Bob Denard en 95, si vous voulez, le mercenariat d'État, et c'est fini, on a largement tourné la page. Autant que la France a mis en place une loi anti-mercenariat qui date d'avril 2003 et qui est extrêmement restrictive. Et à un point tel, c'est que cette loi empêche quelque part, si vous voulez, le développement de sociétés comparables à pas Wagner, parce que Wagner c'est un modèle incomparable et indépassable, mais sur un modèle, je dirais un modèle qui permettrait aux armées d'avoir, si vous voulez, une espèce de système de logistique ou un environnement, si vous voulez, avec d'anciens militaires, parce que les ESSD, parce qu'en France on dit pas SMP, il y a deux mots en trop, il y a le mot sécurité, il y a le mot militaire et le mot privé, sécurité militaire privé, il y a le mot militaire et le mot privé, donc vous savez les Français, la sémantique, on n'aime pas trop ça, donc on appelle ça ESSD, ce qui veut rien dire sauf pour des Français, entreprise de services de sécurité de défense. Alors il y a que nous qui disons ça, quand on dit ça, quand on dit ça en anglais, le gars il vous regarde comme si on était sur la planète Mars. Et on voit que ces sociétés-là ne se sont pas développées. Et malheureusement, dans un cadre qui est extrêmement compliqué. Pourquoi? Parce que nous, on a 3 grands chocs. Pourquoi on n'y arrive pas, nous? Parce que, vous savez, on a un modèle... on ne veut pas. Il y a une volonté politique. Il y a un modèle guerre d'Algérie contre un bal depuis les années 60, qui est un modèle très confortable, très embourgeoisé. Et malheureusement, ce modèle convenait. Et si vous voulez, la lutte contre le terrorisme était très pratique, parce qu'on avait un ennemi qui était taillé à la taille de nos armées. Un ennemi en mobilette. Barkhane, c'est 5000 hommes qui courent derrière 300 mecs en mobilette. Donc c'est pas plus que ça, donc c'était pratique. Et là, patatras, 24 février, vous avez les Russes qui rentrent en Ukraine. Et là, on découvre la haute intensité. Mais nous, on a une armée qui n'est pas prévue pour ça. On avait 80 le César, on a donné la moitié déjà. On a plus d'artillerie solaire. Il nous reste 200 avions. Et on en avait 600 quand j'étais commandant. À l'époque, on avait 1400 Leclerc. Il nous en reste 222. Donc notre armée est totalement pas au niveau. Et on voit, enfin pas au niveau. Je m'entends. En termes de taille, en termes de stock, on n'est pas capable de mener une guerre de haute intensité. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a une guerre traditionnelle de haute intensité. Oui, conventionnelle. Parce que conventionnelle, oui. Et on voit bien qu'aujourd'hui, un exemple concret. Il y a 48 heures, l'OTAN a annoncé qu'ils allaient renforcer avec 300 000 hommes sur la frontière est en Europe. On va envoyer qui en France? On est une toute petite armée à 70 000 hommes. On voudrait être leader. Alors en Roumanie, on est présent, mais avec combien d'hommes? Avec 1000 hommes. Donc on voit bien qu'il va y avoir une espèce de transfert. Et ça, c'est le deuxième grand choc. Le premier grand choc, c'est cette guerre en Ukraine qui fait qu'on est obligé de faire effort quelque part et donc de désengager. Mais on fait effort. J'ai vu les budgets, Pierre de Jong. Effort partout, effort nulle part. C'est-à-dire, en fait, quand on étale, si vous voulez, une armée qui est faible en effectif sur l'ensemble de la planète, vous faites effort nulle part. Et on voit bien qu'aujourd'hui, l'effort, il doit se faire en Europe. Et concrètement, les ESSD, c'est ça mon combat, entre guillemets, mon combat ou ma guerre quelque part. Vous pensez qu'il faut créer? Mais elles existent déjà. Oui, mais qu'il faut les développer, qu'il faut les encourager. On fait de la formation, on n'a pas d'armes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un problème d'armes. On fait de la formation. Donc aujourd'hui, ce que je dis aux armées françaises, tout ce qui est formation, laissez-nous faire la formation. En Afrique, en Roumanie, en Pologne, ou en France, exactement. Gagner des effectifs. C'est une logique, je dirais, une logique d'économie des moyens. Vous pourriez attirer aujourd'hui des jeunes ou moins jeunes pour venir. Mais Thémis, on a 80 experts qui travaillent dans toute l'Afrique depuis 10 ans. Je parle de
pour former. Il y aurait des jeunes qui seraient formés. Mais il n'y a aucun problème. Pour participer, qui seraient payés pour aller faire la guerre. Alors non, justement, là, il y a une limite. C'est que les lois mondiales... Limite, alors, la loi mondiale, c'est simple, c'est le mercenariat, c'est qu'on ne peut pas faire une boîte privée. C'est pour ça qu'ils sont indépassables et infréquentables. Mais les Turcs aussi sont payés pour aller faire la guerre, non? Oui, parce que c'est les services de renseignement qui sont derrière. Mais les Anglais aussi. C'est compliqué. Non. Encore une fois, les Anglais sont beaucoup plus discrets. Encore une fois, vous avez une limite. La limite officielle qui fait qu'une ESSD ou une SMP ne fait pas la guerre. Pourquoi? Parce que vous êtes justiciable d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est régalien. Le régalien, l'usage des armes, l'usage de la violence, ce sont les États. Tout ce qui est l'usage des armes dans notre moment, c'est soit les services de renseignement. Oui, vous savez bien que beaucoup de pays contournent ces règles. Oui, mais il faut être plus malin. Aujourd'hui, la France, on n'en est pas là. On est sur un modèle gentil garçon. Et donc, même si, vous savez, s'ils confiaient des missions logistiques ou des missions de formation aux ESSD, ce serait déjà des milliers d'hommes d'économiser. Rien que de faire ça. Mais à la limite, la Légion étrangère, on pourrait presque... Bon, la Légion étrangère n'est pas engagée sur des terrains, ou très rarement, mais on pourrait presque penser que qu'on pourrait constituer avec la Légion étrangère une milice comme ça, Beaucoup de gens le pensent, en fait, non pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces hommes nous rejoignent, ils prennent un nom XYZ, donc ils se transforment, et ils sont français par le fait qu'ils sont français par le sang versé. C'est qu'ils deviennent soldats français quand ils servent le drapeau français. Alors qu'encore une fois, une ESSD ou une SMP, ce sont les entreprises. Elles fonctionnent comme les entreprises. Donc c'est tout le sujet. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'armée française, qui n'est pas habituée, l'armée française n'a pas de vocation, si vous voulez, à comprendre le monde des affaires. C'est pas leur monde. D'autant qu'en France, on est sur un modèle qui dit que, un hussard de 30 ans est un Jean Foot parce qu'il n'est pas mort. Donc on est sur un modèle extrêmement opérationnel. Donc l'armée française a encore un regard un peu distancié par rapport au monde des affaires, mais par rapport à ses relais de croissance et ses relais d'action qu'elle pourrait avoir sur le terrain. Et qui freine? Je pense que les militaires eux-mêmes. Les militaires eux-mêmes. Parce qu'ils sont extrêmement stressés par le fait qu'ils se disent que, les sociétés comme les miennes qui pourraient éventuellement leur prendre des missions, et ça c'est le truc, c'est très embêtant, c'est régalien, c'est à moi, c'est très franco-français, c'est très précaré, vous voyez ce que je veux dire. Et le deuxième, ils se disent, si Bercy réalise qu'on donne des missions à des sociétés comme Thémis par exemple, ça veut dire que Bercy pourrait nous récupérer les budgets qu'on aurait éventuellement concédés à des sociétés privées. C'est tout le problème. Encore une fois, il y a un vrai problème entre le public et le privé. Il y a de beaux discours, il y a de beaux colloques qui sont faits autour du sujet, mais c'est rarement mis en œuvre. Et on voit qu'aujourd'hui, si vous voulez, cette guerre en Ukraine nous oblige quelque part à revoir les choses totalement. Encore une fois, les militaires ne sont pas totalement réfractaires. Je vois, moi, les contacts que j'ai au meilleur niveau, si vous voulez, dans cette armée, parce que la plupart des généraux d'aujourd'hui qui sont aux affaires, ils sont remarquables au passage. J'étais mes capitaines, mes lieutenants quand j'y étais, et je les connais très bien, c'est moi qui les ai notés en partie. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a une vraie réflexion autour C'est vrai que l'état-major français est de grande qualité aujourd'hui. Ils sont extraordinaires. Des grands professionnels et très ouverts, très communicants. C'est vrai. Et on a affaire à des gens de très, très haut niveau. Côtoyer de temps en temps. Indéniablement. Indéniablement. En tout cas, ça permet de comprendre votre combat et ça permet de comprendre ce que font ces sociétés militaires privées ou autres, puisque en France il faut employer d'autres mots. Agir entre les lignes, le colonel Pierre de Jong, lisez Mareuil Édition. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Merci. André Berkoff.